Amis des télécommandes à infrarouge, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler un petit peu de ces petits modules récepteurs que l'on va trouver dans tout appareil généralement qui peut être commandé par une télécommande à infrarouge. Typiquement des télés, des chaînes Hi-Fi, des trucs comme ça. Alors ces petits modules qu'on pourrait comme ça confondre avec des phototransistors sont bien plus que des phototransistors. C'est des circuits qui intègrent généralement, comme on peut voir ici dans le bloc diagramme, tout le système de traitement, on va dire, du signal, du filtrage de ce qu'on appelle la porteuse. Alors, rapidement, pour mémoire, la plupart des télécommandes infrarouges envoient un flux de commandes binaires série qui présente une information. Typiquement, voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça, hein, un train d'impulsion, généralement à des fréquences assez basses. Le problème, c'est que s'ils se contentaient d'allumer ou d'éteindre une LED infrarouge avec ce signal, eh ben, ça serait très mauvais dans la mesure où le récepteur serait perturbé par plein de lumières parasites, hein, en particulier, par exemple, simplement l'éclairage. Je veux dire, une simple ampoule électrique, même une ampoule LED, il y a toujours un petit peu de lumière infrarouge, et à 50 Hz, ça perturberait tout. Donc l'idée ici, c'est un petit peu comme en radio, c'est d'utiliser une porteuse. On va utiliser un signal de fréquence fixe, de quelques dizaines de kHz, signal qui, comme on le voit ici, va être modulé par le flux binaire d'informations. Le récepteur, lui, ce qu'il doit faire, c'est traiter, déjà, pour ne recevoir que les informations modulées par ce signal. Bon, sans rentrer dans le détail, généralement, il y a un récepteur, phototransistor, ou enfin, généralement, c'est plutôt des diodes, qui, derrière, sont amplifiés, ont un système de filtrage, des modulateurs, c'est une sorte de modulation d'amplitude, quelque part, et généralement, voilà, comme on peut le voir ici, un contrôle automatique de gain, qui permet, en fait, d'améliorer le signal bruit, sachant que ça amplifie plus ou moins fort selon la force du signal. Enfin bref, ces petits circuits à la fin, ils font quelque chose de très pratique, c'est qu'ils restituent à la sortie, sous forme binaire, ce signal-là, et signal qui derrière pourra facilement être traité par un circuit spécialisé, un microcontrôleur ou un truc comme ça. Ces petits modules, j'en ai récupéré des dizaines. Pourquoi? Parce que voilà, pendant très longtemps, j'ai récupéré, comme beaucoup, des vieux matériels et généralement voilà, je les dessoudais en disant ça pourrait être sur rien. Mais je me suis aperçu que très souvent sur ces petits modules-là, il n'y a pas de référence. Et en fait, il n'y a pas de marquage. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et je me suis dit, c'est un petit peu débile, parce que si on veut les réutiliser sans marquage, voilà, c'est pas facile de reconnaître le modèle, c'est pas facile de connaître le brochage. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour, à partir d'un composant qui ressemble tout à fait à ça, que j'ai retrouvé dans un tiroir, retrouver le brochage et aussi sa caractéristique principale qui est sa fréquence porteuse. Alors, la première chose qu'on peut quand même essayer de faire, c'est essayer d'aller sur des sites pour regarder des datasheets de récepteurs qui ressemblent déjà au niveau du boîtier. Ça se fait assez vite. Pour info, moi je vais comme d'habitude, je vous conseille d'aller dans les Radiosper, Mother, Farnell et autres TME. On peut très facilement, généralement, faire des filtrages pour essayer de trouver des datasheets. Dans mon cas, j'en ai trouvé plein qui ressemblent à ça. Mais je me suis dit, ok, je vous montre pas tout le datasheet, mais ce qui était intéressant, c'est déjà de retrouver le brochage. Or, si on regarde ici le brochage, on voit que selon les modèles, il peut être différent. Des fois, c'est sortie masse alimentation, des fois, c'est sortie alimentation masse. Bon, pourquoi ces subtilités, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça aide pas. Mais en même temps, je dirais, la méthode que je vous montrais pour essayer de retrouver quelle est la broche de masse, la broche d'alimentation, la broche de sortie, ça marche à la limite, même si vous n'avez pas le datasheet généralement. Alors, comment on peut faire ça? Comme je vous l'avais déjà montré lors de ma vidéo là, qui vous montrait comment j'avais réussi à retrouver un petit peu le pin-out d'un encodeur de moteur, on peut faire des mesures qui sont généralement non destructives et qui vont être assez riches d'enseignements. L'idée, comme d'habitude, c'est de faire cette petite matrice. C'est-à-dire qu'on va faire un tableau qui a autant de lignes et de colonnes que de nombre de pattes. Donc ici, 3. On peut les numéroter comme ici de 1 à 2 et 3. Et de mesurer et en mode ohmmètre et en mode testeur de diode ce qu'on trouve entre les pattes. En gros, le système est très simple. Je me mets en mode ohmmètre, je mets le plus sur la broche 1. Alors, bien sûr, je ne mesure pas avec 1 parce que ça fait forcément encore circuit. Je mets le moins sur le 2 et je note la résistance. Sur le 3, je note la résistance. Pareil pour la 2, pareil pour la 3. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai ce tableau.
Alors de ce tableau, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il faut savoir que dans la plupart des circuits électroniques semi-conducteurs, il y a toujours des diodes un petit peu parasites par rapport, je veux dire, à ce qu'on appelle le substrat, qui généralement, pas toujours, enfin généralement, la partie la plus négative du circuit. Donc en gros, c'est la masse. Or, généralement, quelles que soient les broches qu'on va prendre par rapport à cette masse, eh ben, on va trouver une diode parasite avec une tension de seuil qui est celle, on va dire, justement de cette diode parasite. Or, regardez bien, si je mets le plus sur l'entrée 2, ben, on peut voir que sur toutes les deux autres broches, eh ben, je retrouve après cette diode parasite avec une résistance mesurée qui est très très forte. Et ça m'indique quand même de façon très sûre, c'est pas sûr à 100%, hein, mais qu'il y a des grandes chances que la broche 2 soit la masse. Donc une fois que je sais que la broche 2 est la masse, alors là, bah, soit j'ai ces informations-là et je peux a priori en déduire les deux autres broches, c'est-à-dire que je serai dans le cas ici où 3 est l'alimentation et 1 la sortie. Mais sinon, on peut aussi quand même essayer de regarder un petit peu les autres mesures. On voit qu'entre la broche 3 et 1, j'ai une résistance de l'ordre de 22 à 21K. Ce qui ressemble pas mal à la résistance de pull-up qu'on a ici, schématisée sur la sortie. Hein. Le 30K ici, c'est un 30K, ça veut dire plus théorique qu'autre chose, hein. C'est pas 30K pile. Malheureusement, avoir cette info-là, ça ne me permet pas exactement d'être sûr de qu'est-ce qui est le plus ou pas. Ouais, la seule chose qu'on peut voir ici, c'est que si on met le plus sur la 1 ou sur la 3, une tension ici qui est un peu plus élevée par rapport, je veux dire, à celle de la simple résistance. Donc comme ça, je serais assez tenté de dire que ici c'est l'alimentation, mais c'est pas quand même sûr à 100%. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si on a repéré la masse, on ne risque pas trop d'endommager le circuit. C'est-à-dire que si, imaginons que je me trompe, je l'alimente ici avec éventuellement une résistance en série sur la broche 1 et que je fais des essais, voilà, si ça marche pas, je peux éventuellement inverser. Alors attention de ne pas mettre quand même, si on a le doute, directement le plus 5 volts ici, parce que bon, par contre là le transistor potentiellement il court-circuite à la masse. Mais si on l'alimente, hein, vu que ça consomme pas beaucoup, via une résistance de 1K ou 2K, eh ben ça permet éventuellement d'essayer. Bon, ici, comme là j'avais quand même ces infos là, c'est vrai que je suis pas passé par cette phase-là, vous n'avez pas le datasheet ni rien, eh ben ça peut quand même être une bonne solution. Alors une fois qu'on a fait ça, ça suffit pas. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la fréquence. Parce que j'ai toujours pas le modèle. Et ce truc-là existe éventuellement avec plusieurs fréquences. Si on regarde les filtres que donne justement, et là je l'ai pris là sur Radiosphere, on s'aperçoit qu'il y a des fréquences normalisées. Hein, 30 kHz, 36, 36,7, 38 et 40. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais on va dire que c'est quand même celles qui sont le plus fréquemment utilisées. On peut même voir que, vu que l'offre principale est sur 38 kHz, on peut sans doute en déduire que c'est sans doute la fréquence la plus utilisée. Et à 36, on voit que les autres sont quand même des modèles beaucoup moins pratiques. Donc l'astuce, ça va être de faire quoi maintenant? Ça va être de brancher le biniou et de simuler avec un générateur quelque chose qui ressemble un petit peu à un tronc d'onde comme ça, de mettre un oscilloscope en sortie et puis de regarder, voilà, est-ce qu'à un moment donné, on arrive à voir le signal et avec quelle fréquence ici on l'a au mieux. Dernière chose, il existe a priori, d'après ce que j'avais vu, enfin j'en avais vu dans le temps, des modèles de ça qui sont ce qu'on appelle sortie collecteur ouvert. C'est-à-dire que c'est comme si ici il n'y avait pas la résistance. Mais d'un autre côté, c'est encore plus facile à trouver avec ma méthode, dans la mesure où dans un cas comme ça, on mesure, je veux dire, rien quasiment entre la sortie et la masse, alors qu'on mesurera quelque chose de bien plus fort entre 3 et 2. Mais ici, c'est pas le cas, donc c'est-à-dire que pour essayer, on peut directement brancher la sonde d'oscilloscope sur le 1, dans la mesure où il y a déjà ce fameux pull-up. Alors, faisons la manipulation maintenant. J'ai branché le circuit détecteur, hein, voilà, j'ai branché dessus une alimentation de 5 volts, et sur la sortie, une sonde d'oscilloscope. Alors, l'oscilloscope que je vais utiliser, tiens, c'est pas tous les jours que je l'utilise, c'est mon bon vieux TDS 2014 Tektronix, hein, qui est un des modèles piliers phares hein, de Tektronix, quand ils ont commencé à faire les premiers oscillos numériques à écran non cathodique. Hein, c'est
un excellent oscilloscope, même si maintenant je reconnais qu'il est un petit peu dépassé. Je veux dire, enfin, ça reste un très très bon scope. Et pour générer l'onde infrarouge, donc là j'ai mis, comme on peut le voir, une LED infrarouge directement sur une BNC. BNC que j'ai branché sur ma saloperie en tech là. C'est vrai que ce générateur-là, il a pas mal de défauts, mais enfin bon, pour faire ce que j'ai besoin de faire ici, il le fait bien. Ce que je vais faire avec ce générateur-là, en fait, c'est générer une onde à la fréquence porteuse, une onde carrée, donc une fréquence que je vais pouvoir varier, on va dire autour de 30 et quelques kHz, et elle-même modulée par un signal carré à 1 kHz. Ce qui va me permettre, en effet, de facilement voir sur l'oscilloscope, à la sortie, le signal démodulé, donc un signal de l'ordre de 1 kHz, s'il arrive à recevoir. Bon, je l'ai mis directement, j'ai même pas mis, on va dire, de résistance en série. Il faut pas oublier que l'impédance de sortie de 50 ohms du générateur limite déjà le courant est ici pulsée, ce qui fait qu'on peut monter, à mon avis, à peu près jusqu'à 5 volts. Ces LED-là, en pulsé, elles acceptent pas mal de courant. Ça devrait être largement suffisant pour faire mon essai. Donc là, le signal, ça va être donc une porteuse avec cette modulation à 1 kHz, mais ça suffit pas. En gros, ce qu'il faudrait, mais là, je sais pas ce qu'il faut pour le faire directement avec ce génie-là, c'est quasiment un burst avec des impulsions, mais qui durent pas forcément très longtemps. Pourquoi? Parce que les signaux de télécommande, c'est des suites d'impulsions. Or, le système, il est discriminant par rapport à ça. Donc en fait, si on veut tester, ce qu'il faut, c'est que la LED, il faut la bouger. Voilà. Et là, on voit que je reçois bien le signal à 1 kHz. Ce qui fait varier, c'est parce que, voilà, comme on peut le voir, je bouge comme ça avec la main, de telle façon à ce que ça génère en fait ces trains d'impulsion. Parce que si je bouge plus, voilà, on voit que le système se bloque, dans la mesure où pour lui, c'est pas un signal valide. Donc ici, là, je suis par contre à 30 kHz. Alors, on voit que la bande passante, comme ça, est très grande. Et en fait, il marche de 30 kHz, et il marche là encore jusqu'à 40, 41, comme ça. Alors pourquoi il est si peu discriminant? Soit parce que ce modèle-là, il filtre pas trop, ce qui est possible, soit parce que là, comme je en mets, plein la gueule, vu que je suis très proche, et je veux dire, et voilà, ça le sature. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est baisser l'amplitude, et regardez qui dit pas. Donc là, je suis à 42 kHz, 40 kHz, ça marche toujours, 38, ça marche toujours, 36, ça marche toujours, 34, ça marche toujours, voilà, à 32, ça marche plus, ou très mal. Donc en gros, ce truc-là, il fonctionne de 32 à peu près 40 kHz. Manifestement, il n'est pas très très pointu au niveau de la fréquence. Mais par contre, comme on peut le voir, il est très sensible à ce que ça soit des trains d'impulsion. Donc voilà, ici je pense qu'on peut pas tellement forcément faire mieux, mais après, bien sûr, là j'en ai pas sous la main, mais avec des modèles qui seraient a priori plus sélectifs, il faudrait trouver la bonne fréquence. Alors là, tiens, on voit un truc qui est intéressant, c'est que j'ai coupé le générateur, donc ma LED infrarouge marche pas. On voit que de temps en temps, là, il y a un signal qui sort, un signal qui est sans doute, voilà, un signal ici parasite. C'est pas tellement étonnant. Je veux dire, tous ces systèmes-là, généralement, à cause, comme j'ai dit, de tous les parasites qu'il peut y avoir à droite à gauche, et de temps en temps, ils peuvent très bien se déclencher. De toute façon, l'idée, c'est que derrière ces trucs-là, il y a de toute façon un système de décodage qui, lui, n'accepte que des trames valides. Et donc c'est pas forcément très très gênant. Mais c'est vrai qu'il faut pas s'attendre derrière ces trucs-là à se dire quand j'ai pas de signal, j'ai rien du tout. Comme on le voit ici, il y a généralement des petits pics. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai aussi souvent des questions sur la visualisation des trames justement de télécommande sur un oscilloscope, et éventuellement pour pouvoir, pourquoi pas les refaire avec un Arduino, voir le codage utilisé et tout ça. Donc c'est une vidéo que j'ai dans mes cartons. Je la ferai sans doute un jour, et pourquoi pas, justement, on pourra très bien utiliser ce genre de petits récepteurs pour le faire. Tiens, pincette. Oh bah non, ça faisait longtemps. Ouais, t'as pas l'air bien, toi. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la fête et t'as bu toute la soirée hier. Ah, bah c'est du propre. Et alors, t'as été raisonnable. T'as pris un taxi pour rentrer. Ah, bah ça c'est bien. Mais dis-moi, où est-ce qu'il t'a déposé vu que la fête, elle était chez toi?
Je vous dis toujours à samedi 21h pour ce live qui est toujours d'actualité, et où j'aurai le plaisir d'échanger avec vous. Que le grand tram décode bien toutes vos commandes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.